Bonjour à tous, merci d'être avec nous. Bienvenue sur la chaîne du Cercle Bayard. C'est un plaisir de vous retrouver pour ce premier rendez-vous. Notre équipe travaille d'arrache-pied depuis quelques mois et nous sommes enfin prêts à vous proposer un premier entretien. Pour m'accompagner pour ce premier entretien, que nous diffusons volontairement le 30 avril, symboliquement la jour de la mort du chevalier Bayard, chevalier sans peur et sans reproche, dont nous aurons l'occasion de reparler. J'ai le plaisir d'accueillir Alexandre Lohmann. Bonjour Alexandre. Bonjour Ludovic. Merci d'être avec nous en tout cas tout d'abord. De rien, c'est un plaisir d'être ici. Voilà, alors je précise que tu es économiste, jeune économiste, que tu vis au Brésil. Donc je pense qu'on va avoir l'occasion de parler du Brésil notamment. Je vais te laisser peut-être dans un premier temps te présenter plus précisément. D'accord, bon, je vais essayer de me présenter brièvement, hein, juste les éléments qui vont permettre un peu de comprendre mon, mon domaine d'expertise. En fait, moi, je suis vraiment un produit de l'université portugaise. J'ai fait mon master d'économie au Portugal et j'ai brièvement tenté de travailler dans les institutions européennes en fin de master, mais bon, ça a été vraiment une désillusion, une sorte de fin d'histoire d'amour. Et j'ai décidé finalement de partir, plutôt que d'aller dans les institutions internationales, de partir dans le privé. Et j'ai atterri à Sao Paulo, au Brésil, où je travaille comme prévisionniste dans un cabinet de consulting économique. Prévision de tout, hein, de PIB, données fiscales, déficit, inflation, beaucoup inflation, hein, peut-être qu'on en reparlera. Et donc voilà, pour donner un peu l'idée de mon domaine d'expertise. D'accord. Est-ce que, peut-être première question, tu es en lien du coup souvent avec les économistes français, malgré que tu sois expatrié, si je puis dire, au Brésil? Euh, non, alors là, absolument aucun lien. Enfin, c'est vraiment un domaine auquel j'appartiens absolument pas. J'ai des contacts avec des économistes portugais du fait de, de mes études là-bas. J'ai énormément de contacts, hein, nécessairement avec les économistes et les milieux financiers au Brésil. Je vous avoue qu'en France, j'ai vraiment zéro contact. D'accord. Bon, après, j'ai jamais travaillé en France, c'est normal de, voilà, d'être un peu en dehors de ce système français. D'accord. Bah, c'est intéressant aussi pour nous d'avoir un point de vue de l'extérieur, d'un Français expatrié. Donc, on va parler un petit peu du Brésil quand même, puisque tu y vis et je pense que tu connais bien le sujet. Également de l'Europe, des politiques commerciales européennes, de la France post-Covid, d'économie, et également de l'inflation, puisque c'est un de tes sujets de prédilection. Alors, peut-être pour commencer, euh, la situation au Brésil, comment ça se passe au Brésil pour vous sur le plan économique? Alors, nous, on regarde ça de loin, hein, il faut être honnête. Mm. Je sais qu'il y avait déjà eu des problèmes au moment de la Coupe du Monde, il y a eu de gros problèmes économiques. Est-ce que ça perdure? Alors, avec le Covid, j'imagine, c'est encore très dur. Quelle est la situation au Brésil? C'est-à-dire que paradoxalement, l'impact économique de la première vague a été relativement modéré. Et même, on a eu, alors ça c'est complètement paradoxal, mais on a eu une chute très importante de l'extrême pauvreté au Brésil au moment de la première vague. Parce qu'en réalité, il y a eu une sorte de plan d'aide économique énorme, hein, avec une sorte de revenu universel pour les travailleurs pauvres et les travailleurs de l'économie informelle qui a été mise en place. Et alors, c'est Bolsonaro, hein, qui l'a décidé. Bolsonaro était plutôt en faveur de donner une aide relativement très modérée aux populations les plus pauvres. Et, euh, et finalement, c'est le Parlement qui a triplé la valeur de l'aide exceptionnelle qui a été à la destination des informels, qui s'élevait à peu près à 60% du SMIC. Et donc finalement, puisque beaucoup de gens sont payés en dessous du salaire minimum au Brésil, finalement, cette aide de 60% du salaire minimum, en fait, ça a représenté pour beaucoup des gains de pouvoir d'achat et on a eu, par exemple, des choses une augmentation importante de la part des ménages qui mangeaient de la viande et une diminution importante des gens qui étaient en extrême pauvreté. Alors ça, c'est un peu le paradoxe.
et c'est un truc qui va absolument pas durer puisque financièrement, maintenant, l'État brésilien est complètement à sec et ils ont eu un déficit nominal de l'ordre de 14% du PIB. Donc, en fait, c'est une sorte de plan d'aide à l'économie qui sera impossible de répéter pour la seconde vague. Et donc, nécessairement, l'impact économique de la seconde vague va être bien pire que celui relativement, hein, je veux dire relativement, parce que la récession a été forte ici, mais elle a été beaucoup moins forte que ce qu'on pouvait espérer. D'accord, donc en fait… Pardon, vas-y. Du fait de cette très, très forte intervention de l'État. Voilà. Mais d'accord, donc surtout sur la première vague, en fait, puisque là, c'est un petit peu changé. Parce que moi, voilà, là, ça a complètement changé. Si vous voulez, le contexte économique n'a rien à voir. Le gouvernement Bolsonaro est considérablement affaibli alors qu'il était relativement populaire au début de la première vague. Une sorte de mélange d'incompétence et de mauvais résultats en termes d'épidémie qui a fait que voilà, donc, le capital politique et popularité de Bolsonaro s'est largement effondré et donc le gouvernement n'a plus les capacités de faire des réformes ou de faire passer des lois. Et là, par exemple, on est arrivé, le budget du gouvernement qui a prouvé que la semaine dernière. Donc, c'est-à-dire que jusqu'à cette semaine, le gouvernement n'avait pas le droit, par la loi, de faire des dépenses extraordinaires pour contrer l'épidémie de Covid. Et par exemple, des mesures aussi bêtes que l'anticipation du 13e mois des RT qui pourrait donner un peu plus de punch à l'économie au moment de ce cycle de virus, le gouvernement ne pouvait pas l'air du fait que le budget était réussi à voter le budget en temps et en heure. Normalement, un budget, ça se vote dans l'année intérieure, si vous voulez. Et là, 4 mois après le début de l'année, c'était toujours pas voté. Et donc voilà, on est une situation complètement différente en termes politiques, en termes sanitaires, en termes économiques. Voilà, je pense que c'est à la fin du match qu'on va compter tous les buts. Et voilà, si on prend que le début de l'épidémie, le Brésil s'en sortait plutôt bien. Là, les choses ont complètement changé. Ouais, on le voit beaucoup. Hein. Moi, je regarde souvent le taux de mortalité, notamment, bon là, c'est pas sur le plan économique, mais des différents pays. On voit qu'entre la première vague et la deuxième vague, ça a beaucoup changé, effectivement. Et comme tu dis, c'est à la fin qu'on comptera les buts. Peut-être pour poursuivre un peu ce Brésil, alors c'est vrai qu'il y a les élections qui approchent au Brésil, je crois, c'est ça. On nous promet un match entre Bolsonaro et Lula, qui est sur le retour, hein, c'est bien ça. Ça risque de peser beaucoup, c'est la situation économique. Alors, en fait, il se trouve que les Lula ne pouvaient pas être candidats du fait d'une loi qu'on appelle la loi Ficha Limpa. En fait, si vous êtes condamné, vous ne pouvez pas vous présenter, aux élections. Sauf que récemment, il y a un jugement qui a jugé que le tribunal condamné Lula était incompétent. Donc, en fait, la condamnation de Lula n'a pas été annulée, enfin, le processus contre lui n'a pas été annulé, mais la décision par ce tribunal n'aurait jamais dû avoir lieu. Et donc, finalement, ça a fait que, temporairement, Lula redevient éligible. Et probablement, avec les lenteurs des procédures judiciaires, probablement qu'il va être candidat. Et si vous mettez d'un côté l'affaiblissement considérable de Bolsonaro, de l'autre, Lula qui a conservé un certain capital de popularité, là vous avez vraiment depuis 6 mois, enfin depuis même 3 mois, je dirais, le tableau politique du Brésil a complètement changé. On pensait vraiment que Bolsonaro allait être élu parce qu'il n'y avait pas de concurrence en face, et maintenant il est plutôt en retard dans les sondages. D'accord. Oui, donc ça promet.
Bon, on aura peut-être l'occasion de reparler. Alors peut-être on va démarrer par l'inflation, puisque c'est une de tes spécialités. Et de ce que j'ai compris, au Brésil, l'inflation, c'est un sujet chez les économistes qui est très important. Et c'est visiblement moins le cas en France. Comment tu expliques le fait qu'au Brésil, pour l'opinion, etc., les économistes soient très importants? En fait, alors c'est un peu un cliché que je vais avoir, mais que me laisse à penser toutes les interventions que je vois sur le sujet de la part d'économistes français. Euh, Imaginez-vous, vous êtes économiste et vous vous spécialisez sur les questions d'inflation en France. C'est pas un sujet très porteur, il n'y a plus vraiment d'inflation. Vous n'allez pas vraiment avoir des grandes perspectives professionnelles, vous n'allez pas vraiment avoir euh, beaucoup de perspectives comment dire, de financières en termes de salaire. Euh, alors qu'au Brésil, c'est différent. Comme le pays a une histoire d'inflation beaucoup plus forte et beaucoup plus récente, ceux qui se spécialisent dans l'inflation ont beaucoup plus de perspectives professionnelles pour travailler dans le secteur financier, pour travailler euh, dans les prévisions, par exemple, hein, dans les prévisions où je suis vraiment la discipline reine, c'est les prévisions d'inflation, ce qui n'est pas du tout le cas en France. Et donc, puisque c'est vraiment un sujet d'étude important, euh, la littérature économique est beaucoup plus abondante à ce sujet-là. L'expérience des économistes est beaucoup plus importante. Et nécessairement, hein, le temps qu'on y consacre aussi, hein, pour moi, l'inflation, c'est au moins la moitié de mes journées tous les jours de la semaine, enfin, sauf le week-end. Encore. Et donc, c'est vrai que de notre point de vue, qui travaillons beaucoup sur ces sujets-là, qui avons une grande expérience sur le phénomène qu'est l'inflation, parfois, quand on a des économistes européens, français qui parlent du sujet, on a un peu l'impression de lire l'inflation pour les nuls. Et notamment, voilà, en ce moment, on est en train de traverser un peu une crise d'inflation qui va se répercuter assez vite hein, sur les indices, avec l'Allemagne qui est déjà au-dessus des 2%. Voilà le contexte hein, de cette crise d'inflation. Il s'est mis en place progressivement. Il commençait à être visible autour de mai de l'année dernière. Et en fait, chaque mois, c'était de plus en plus évident qu'il y avait clairement une sorte d'aliment des planètes, des facteurs inflationnistes, en fait, qui rendraient les pressions sur les prix assez insoutenables en fin de pandémie. Et naturellement, enfin maintenant, c'est un sujet qui commence à être un peu discuté par les économistes français, mais très tardivement. Encore il y a quelques mois, beaucoup d'économistes niaient complètement hein, ce retour de l'inflation. Et si on prend les plus incompétents de certains d'entre eux, voilà, il y a par exemple, j'ai vu une interview, je sais pas si je peux donner des noms, hein, mais par exemple une interview de Gaël Giraud, un des soutiens d'Arnaud Montebourg, qui parlait il y a quelques semaines qu'on était au bord d'une crise déflationniste. Enfin, voilà, avec la quantité de données qu'on avait disponibles sur les perturbations climatiques, sur l'épidémie de grippe porcine qui avait dévasté les élevages de porcs en Chine, sur les, les problèmes de, de fret, hein, le fait qu'avec la crise du Covid, importer de l'étranger est devenu beaucoup plus compliqué. Euh, on a aussi sur les problèmes de demande, de perturbation hein, entre l'offre et la demande. On a une demande qui récupère très vite du fait des plans d'aide aux économies, alors que l'offre est encore un peu alléchante du fait de la crise du Covid. Mais tous les indicateurs antécédents de l'inflation pointaient vers une crise d'inflation assez sévère aux États-Unis, dans les pays émergents et en Europe. Et ça, c'est un peu passé sous le radar des économistes français. Et ça, je l'attribue hein, à ce manque d'expertise qu'ils ont sur le sujet inflationniste que je viens d'expliquer juste avant. Parce que par le passé, il y a eu en France, moi je ne connais pas trop, mais par le passé, il y a eu une forte inflation, il y a quelques décennies, il me semble. Et donc à cette époque-là, les économistes français ont été davantage
imprégné de la question de l'inflation ou pas? C'est vraiment. Je pense que la littérature hein, sur le sujet était peut-être plus abondante à l'époque parce que c'était vraiment un sujet important. Par exemple, une des fake news hein, qu'on peut avoir de la part des économistes sur l'inflation, c'est voilà, le quantitative easing, l'impression de base monétaire n'a pas d'impact sur l'inflation. Alors, ils vont vous citer, regardez, par exemple, on a fait du quantitative easing depuis 2010 aux États-Unis et il ne s'est rien passé. Pas de bol, ben, en fait, non. En 2010-2011, vous avez un événement qui est entré dans l'histoire sous le nom de crise alimentaire mondiale, hein, qui a provoqué une hausse des taux d'intérêt dans beaucoup de pays émergents et même la Banque centrale européenne a paniqué et a augmenté euh, les taux d'intérêt de manière précipitée, ce qui a déclenché hein, la crise qui couvait de l'euro. Et donc finalement, cette crise alimentaire mondiale, c'est une des conséquences. Bon, il y a eu plein de facteurs, hein, comme toujours, hein, c'est des phénomènes très complexes. Mais un des facteurs, c'était le quantitative easing aux États-Unis et la politique monétaire accommodante en Europe. Alors, le quantitative easing en Europe, c'est un peu plus tardif, mais clairement, la planche à billets a un effet sur les prix. Et c'est vrai que parfois, quand on entend les économistes dire non, mais c'est pas grave, on peut imprimer des milliards, il se passe rien. Ça, c'est au mieux une sorte de méconnaissance de l'histoire, une sorte de réécriture de l'histoire de l'inflation des dernières années, et au pire, une incompétence sur le sujet. D'accord. Alors, j'ai regardé un peu les chiffres hein, pour préparer cette émission. En France, notamment, tu me diras si je me trompe, mais d'après ce que j'ai vu, les 2 dernières fois où il y a eu une forte inflation en France, c'était en 2008, donc au moment de la crise des subprimes, et en 2011, au moment de la crise de l'euro. On était à 2,1% en 2011 et 2,8% en 2008. Est-ce que d'abord, peut-être il faudrait faire un peu de pédagogie là-dessus, c'est quoi une bonne inflation, une inflation raisonnable, à partir de quel stade on peut dire ça devient inquiétant et pourquoi c'est inquiétant? Je pense que Alors, premièrement, je vais être un peu technique et un peu rabat-joie, mais en fait, beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est que l'inflation et ont du mal à l'analyser. Premièrement, l'inflation dans l'économie, c'est la hausse générale des prix. Et souvent, on regarde l'inflation, on prend l'indice des prix aux consommateurs. Qu'est-ce que c'est que l'indice des prix aux consommateurs? C'est toutes les dépenses finales de consommation des ménages. En gros, ce que vous allez, ça va être le prix de votre coiffeur, ça va être le prix des pots de yaourt que vous achetez au supermarché. Sauf que voilà, l'économie est beaucoup plus vaste que simplement ces dépenses de consommateurs. Vous avez toutes les dépenses qui sont faites par les entreprises, vous avez les dépenses d'investissement. Et donc, en fait, voilà, l'inflation des prix aux consommateurs, c'est un prisme un peu réducteur d'une petite partie, on va dire 40%, non, il faudrait vérifier, des prix dans l'économie. Et aussi, c'est la partie la moins volatile. Donc, en fait, parce que l'indice des prix aux consommateurs, c'est beaucoup de prix de services. Et donc, nécessairement, les services sont moins volatiles que le reste des prix. Et donc, finalement, si vous regardez que l'indice des prix aux consommateurs, vous avez une vision assez déformante, hein, assez déformée de ce qui se passe réellement dans l'économie. Et en général, si vous avez un peu un facteur 2 à 3, c'est-à-dire que si vous avez une inflation à, allez, 2%, ça sous-entend souvent que vous avez une inflation générale dans l'économie, en comptant l'inflation aux entreprises, qui est de l'ordre de 4 ou 6%. Et là, c'est une autre histoire. Vous voyez. Et si vous prenez uniquement ce prisme réducteur des prix aux consommateurs, vous ne comprenez pas ce qui se passe complètement. Et au sein de l'indice des prix aux consommateurs, en fait, on a une sorte de moyenne qui est aussi assez peu révélatrice de ce que ressentent les gens. Parce que l'essentiel du prix de l'inflation des prix aux consommateurs, c'est le prix des services. Les prix des services, comme je l'ai dit, en fait, ils évoluent assez peu. Et donc, en fait, si vous avez des pics d'inflation à 2,5, 3%,
en fait, quasiment l'essentiel de la hausse, elle est faite dans deux catégories qui sont qui ont un poids très faible, mais qui ont une très grosse volatilité. C'est la nourriture, l'alimentation, et l'énergie et les transports. Et en fait, lorsque vous avez une inflation qui dépasse les 2,5%, ça sous-entend que vous avez une inflation très forte dans ces deux catégories, parce que la majorité de l'indice, lui, bouge très peu en général. Et donc, c'est pour ça que le seuil de douleur de l'inflation est beaucoup plus bas qu'on peut ne le penser. Parce que, par exemple, du temps des Gilets jaunes, vous aviez, au moment où se déclare le mouvement des Gilets jaunes, vous avez une inflation en variation annuelle. Hein. Si on prend les données mensuelles, mais chaque mois comparé par le même mois de l'année antérieure, on est arrivé jusqu'à à peu près, on est arrivé au-dessus des 2%. Et malgré tout, en fait, ça a été ressenti comme un seuil de douleur parce qu'à l'intérieur de cette moyenne, en fait, vous aviez une augmentation très forte des prix des transports. C'était à la fois l'augmentation du prix du pétrole et les taxes sur les carburants. Et en fait, si vous voulez, ces deux catégories, nourriture et transport, elles ont beau avoir un poids statistique faible, et en réalité, elles ont un poids symbolique très important. Parce que si votre coiffeur augmente ses prix de 20%, je pense que vous n'avez pas trop bronché. Par contre, si les prix à la pompe augmentent de 20% et que la nourriture que vous achetez augmente de 20%, là, par contre, vous allez le sentir passer. Et en fait, c'est pour ça qu'on a tendance à voir, hein, je sais que parfois, dans les cercles souverainistes, il y a une sorte un peu de légèreté sur ce sujet, mais on a tendance à se dire, bon, allez, c'est pas grave, 4% d'inflation, 6% d'inflation, ça se fait tranquille. Et en fait, non. Le seuil de douleur de l'inflation est beaucoup plus bas qu'on ne le pense. Et c'est pour ça qu'on va peut-être arriver je ne sais pas comment tu as organisé l'interview, mais si on arrive à 3% d'inflation, imaginons en Allemagne, on est déjà à 2% en variation annuelle, mais ça ne sera pas sans conséquence sur la zone euro. Alors juste, je voudrais qu'on rebondisse, parce que tu as parlé du quantitative easing, je ne sais pas si je prononce bien. À quoi ça correspond? Ce n'est pas forcément très clair pour tout le monde. Est-ce que tu En peux gros, le préciser, s'il te plaît? quantitative easing, c'est la banque centrale qui se compromet à un programme de rachat d'actifs. En fait, elle rachète la dette des États sur le marché secondaire. Une fois que les titres de dette ont été émis par les États, la banque centrale rachète ces titres aux investisseurs. Et en fait, comme il y a une grosse demande pour des titres d'État, les taux baissent. Parce que les investisseurs savent qu'ils pourront revendre facilement à la banque centrale. Et donc, ça fait baisser les taux. Et donc, les marchés d'obligations deviennent de moins en moins attractifs. Et donc, par un effet de ricochet, vous ne savez pas quoi faire de votre argent. Vous le placez sur les marchés actions. Puis, quand les marchés actions, parfois, peuvent être un peu moins attractifs, vous pouvez aussi les placer sur les produits financiers liés aux matières premières. En fait, c'est un jeu de vase communicant. En fait, l'argent qui était avant sur les marchés des obligations, en fait, la Banque centrale, elle prend la place des investisseurs privés sur les marchés obligations et l'argent des investisseurs privés se déverse en fait dans le reste de la sphère financière et donc en partie sur les marchés de matières premières. Et c'est pour ça que les quantitative easing sont très inflationnistes. Euh, le fait de dire que le quantitative easing ne crée pas d'inflation, en fait, c'est du pipeau, ça s'appuie sur rien. En fait, ça s'appuie sur l'inflation des années, allez, on va dire 2014, 2015, 2016, qui était, le résultat en fait du krach pétrolier. Hein. Je ne sais pas si tu te rappelles, en 2014, il y a une sorte de guerre des prix qui a fait s'effondrer les cours du pétrole. Et
dans le même temps, on sortait en fait de la situation un peu compliquée qu'on avait eue sur les récoltes de soja, de maïs, des principales matières premières. On avait une normalisation des récoltes et donc du coup, il y a eu aussi une baisse importante du coût des matières premières agricoles qui s'est fait à ce moment-là en 2013-2014. Et donc, en fait, ce choc déflationniste s'est un peu transmis aux années suivantes. En fait, on est une sorte de réécriture de l'histoire. On oublie la crise alimentaire mondiale des années 2010, 2011 et 2007, un petit peu avant, même si le quantitative easing n'était pas en jeu à ce moment-là, c'était plutôt les taux réels très faibles. En fait, on réécrit l'histoire. Voilà, on invente une sorte de déflation permanente qui en fait est un phénomène très localisé sur certaines années suite au choc pétrolier, au contre-choc pétrolier. Alors, peut-être moi, j'ai vu en 2015, justement, en France, l'inflation était 0%. Donc, Ouais. ça corrobore un peu tes propos. Alors, je voudrais poursuivre. Tu vas commencer à expliquer les risques. On va parler de l'Allemagne et de 3% d'inflation, mais quelles seraient les conséquences dans la zone euro? C'est ça aussi qui pourrait nous intéresser, parce que forcément, on est dans la même zone monétaire, donc ça aura des répercussions immédiates. Quelles seraient ces conséquences-là? Alors, premièrement, pour moi, il y a plusieurs conséquences en fait. Mais c'est toujours très difficile d'analyser la zone euro parce que il y a une composante assez religieuse parfois dans les décisions qui sont prises. Et voilà, je suis économiste et voilà, peut-être que vous interrogerez un théologien. Mais donc, il y a toujours une part d'incertitude. Toute chose égale par ailleurs, là, bien sûr. Là, donc voilà, imaginons qu'il n'y ait absolument pas d'idéologie européiste. Euh, je dis ça sans spécialement être un souverainiste forcené ni partisan du Brexit. Mais voilà, dire qu'il y a une dimension théologique dans les décisions européennes, c'est un fait. Voilà. Là, il va y avoir de plus en plus de pression en Allemagne de la part des consommateurs, de la part des politiciens plutôt partisans de la rigueur monétaire pour une hausse des taux. C'est pas pour autant que la Banque centrale va délivrer cette hausse de taux. Mais il va y avoir quand même une certaine pression, peut-être pour réduire le quantitative easing, ce qui va induire une remontée des taux à long terme, parce que la banque centrale, elle contrôle les taux à court terme. Et avec le quantitative easing, elle essaye d'étendre son contrôle sur les taux à long terme. Mais en fait, ce contrôle des taux à long terme, il est toujours un peu fragile. Ça dépend beaucoup de la crédibilité de la Banque centrale, de la situation économique. Et par exemple, ce qui s'est passé aux États-Unis ces derniers temps, c'est que les taux, malgré le stimulus monétaire, eh ben, les taux à long terme, ils commencent à monter parce que c'est les anticipations du marché. Et ils échappent un peu au contrôle de la Banque centrale, parfois un petit peu moins. C'est un peu une sorte de lutte d'influence entre le marché et la Banque centrale. Et on peut avoir ce même phénomène en Europe avec une remontée, même modérée des taux. Vu les niveaux de dette actuels, une remontée modérée des taux, c'est déjà quelque chose d'assez grave. Et au-delà de ça, si vous avez le même choc inflationniste qui touche tous les pays européens ne vont pas le subir de la même manière. Parce qu'il y a des pays qui vont réussir à le modérer. Par exemple, des pays qui vont avoir plus d'espace fiscal pour réduire les impôts, par exemple sur les produits pétroliers, qui vont faire plus de rigueur budgétaire. Et donc, en fait, l'inflation, ça va remettre un sou dans la machine des divergences entre les États. Alors, à supposer que l'Allemagne arrive mieux à contrôler ce choc d'inflation que d'autres pays comme, par exemple, le Portugal, l'Espagne. Par exemple, je sais que là, il y a quelque temps, le prix des produits aux producteurs, l'inflation aux producteurs industriels en Espagne est sorti à 6%, 6,3% en variation interannuelle. Et dans ces conditions, vous voyez que là, 6% d'inflation en Espagne, si on a le même choc en Allemagne, on aura peut-être un peu moins d'inflation. Et donc, du coup, au fur et à mesure, l'Espagne va perdre la compétitivité par rapport à l'Allemagne de nouveau. En fait, on remet une pièce dans la machine de ces divergences au sein de la zone euro. Alors, c'est pas
cette crise ne va pas être la zone euro n'est pas au bord du précipice, mais c'est quand même un sérieux problème auquel va devoir faire face les décideurs politiques européens. Alors ça nous amène un peu au point suivant, à savoir que je voulais qu'on aborde à la politique commerciale européenne et de manière générale à l'économie post-Covid en Europe. Est-ce qu'on peut imaginer une nouvelle politique, moins libre-échangiste? Est-ce qu'on peut imaginer des politiques commerciales moins naïves? Et comment les pays, quelles sont les perspectives? On voit qu'elles ne sont pas très bonnes pour l'instant. J'ai noté des chiffres, mais la France, on était quand même. Voilà, j'ai les chiffres. 6,8% de baisse du PIB en moyenne dans la zone euro, en 2020, les chiffres. C'est quand même beaucoup plus élevé que pour la Chine, et la Russie et les États-Unis. Donc, on est encore en train de prendre du retard en Europe sur nos concurrents dans le monde. Moins 2,3%, j'ai noté en Chine, et moins 3,5% aux États-Unis. C'est quand même beaucoup plus faible. Et en France, on est légèrement au-dessus de la moyenne de la zone euro. Donc, voilà, comment on s'en sort de tout ça? Et on abordera après, si tu as commencé à en parler de la dette, on en touchera aussi un mot. Tu veux que je réponde en premier sur le libre-échange ou sur les perspectives de croissance? Alors, le libre-échange, vas-y. En fait, le libre-échange, il faut bien comprendre qu'en fait, il y a une bataille culturelle qui a été gagnée par les critiques du libre-échange. Cette bataille culturelle, je pense qu'on peut vraiment mettre un jalon au moment du vote du CETA devant l'Assemblée nationale. Alors, j'ai plus la date en tête, mais il me semble que ça devait être début 2019 ou alors courant 2018. Je ne sais plus. Là. Moi, je dirais 2018. Ouais. Et à ce moment-là, vous avez eu une sorte de crise au sein de la majorité, avec clairement beaucoup de députés qui ont voté oui, mais un certain nombre de gens qui se sont abstenus, et clairement, ils ont voté oui parce qu'ils étaient obligés. Hein. C'est un peu des députés godillots, les députés En Marche. Et donc, du coup, ils font ce qu'on leur dit, mais n'empêche, ils étaient vraiment assez à voter à reculons. Et là, je pense que Macron a compris qu'en réalité, même au sein de sa propre majorité et au sein de son propre électorat, d'après les études d'opinion qui sont sorties, là récemment, il y en a une qui est sortie, peut-être qu'on pourra mettre les sources en commentaire de la vidéo, peut-être, qui montre que 60% un sondage OpinionWay qui montre que 60% des Français sont en faveur de moins de libre-échange. Et notamment au sein de l'électorat Macron, les partisans du libre-échange sont pas majoritaires. Et donc, en fait, il y a une sorte d'aspiration à moins de libre-échange. Ça, c'est indéniable. Macron a bien perçu ça. Et la question, c'est comment est-ce que cette aspiration va se traduire en termes politiques? Parce que désirer moins de libre-échange, c'est une chose, mais après, vous avez plusieurs degrés en fait de protectionniste. Vous pouvez être un protectionniste forcené qui va vouloir déclencher une guerre commerciale à la Trump. Vous avez ceux qui, en fait, sont partisans du libre-échange, sauf dans les cas où il y a des cas de dumping fiscal, social et environnemental évident. Donc, il y a toute une gamme de critiques du libre-échange. Et il se trouve que récemment, alors ça, c'est passé très confidentiel. Même moi qui m'intéresse beaucoup au sujet, je pensais que cette projet de réforme n'avait pas été publié et je l'ai trouvé par hasard en naviguant sur Internet. Il se trouve que le gouvernement français hollandais ont publié un papier. On appelle ça d'ailleurs, c'est un peu drôle, mais un non-papier, un non-paper. C'est une sorte de déclaration d'intention à l'adresse de tous les pays européens pour essayer d'expliquer, voilà, la politique commerciale européenne, ça peut pas fonctionner comme ça, ça n'a ni queue ni tête, ça ne fait aucun sens, il faut vraiment faire des réformes. Et dans les réformes proposées, il y a noir sur blanc la possibilité de revenir en arrière en cas de non-respect par les partenaires commerciaux
d'un minimum de règles environnementales et sociales. D'accord. Ça, ce serait un Big Bang parce qu'en gros, ça veut dire que le processus de libéralisation, il n'est pas dans un seul sens. Qui jusqu'ici, c'était un peu l'idée, quoi. Vous allez dans un sens de plus en plus de libéralisation jusqu'à atteindre la libéralisation parfaite. Alors, ça, c'est une déclaration d'intention. Ça vous donne un peu le climat intellectuel et culturel du moment, qui n'est pas vraiment favorable au libre-échange. Après, maintenant, vous avez les intérêts particuliers, les intérêts de certains pays et les rigidités institutionnelles qui font que probablement, en fait, il va rien se passer. Mais la victoire culturelle est déjà une chose assez importante pour les souverainistes. Et retenez ça, hein, on va mettre je pense, le lien en description de la vidéo si possible. Mais le jour où les macronistes vous diront, vous critiqueront sur l'opposition au libre-échange, eh bien, rappelez-le simplement que le président français a transmis une note qui valide à peu près la plupart des discours des souverainistes. Ça, c'est extrêmement intéressant ce que tu nous dis là. Et ça, personne ne le sait, et probablement que la majeure partie des macronistes ne le savent pas parce que bon, ça requiert de travailler un peu les sujets. Voilà. Je pense qu'ils vont, à un moment ou à un autre, et là j'attends vraiment la campagne avec impatience, les macronistes vont défendre une position complètement contraire aux réformes proposées par Macron au sein de l'Europe. Et à ce moment-là, ce sera bien de les prendre à revers et dire, ben voilà, mais en fait, voilà, personne ne croit en ce que tu racontes, même ton président n'y croit pas. Eh ben, ça nous fera un bon argument. Je pense qu'on pourra le réutiliser. Alors justement, sur cette économie post-Covid, puisque tu commençais à parler de la campagne présidentielle, quelle perspective, quelle sortie de crise, si sortie de crise il y a? Alors, en fait, j'ai envie de dire, il y a un cadre général évident de reprise économique. C'est-à-dire que ça peut pas être pire le futur peut pas être pire que durant la crise du Covid. Après, la reprise, elle peut un peu être en trompe-l'œil. Vous avez des prévisions de croissance de l'ordre de 5%, 5,5% pour le FMI, si je me trompe pas, 6% de la part du gouvernement, là, je crois qu'ils ont actualisé récemment. Et en fait, il se trouve que la plupart de la croissance est due à un impact statistique qui s'appelle l'acquis de croissance. En fait, comme la croissance économique, ça ne se calcule pas en faisant la somme des taux de croissance de chaque trimestre, mais en faisant chaque trimestre comparé à celui au même trimestre de l'année antérieure. En fait, vous prenez dans la base de calcul des trimestres du confinement. Et donc, forcément, ça fait gonfler votre chiffre de croissance. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'acquis de croissance. Et en fait, on va avoir une sorte de croissance assez forte pendant les deux prochaines années, enfin cette année et la prochaine, mais ce sera un peu une illusion. Il y a beaucoup de risques sur cette reprise. Premièrement, les effets à long terme du confinement. Je crois qu'on est tous un peu. Enfin, moi, j'étais sportif. Voilà, je pense qu'on est tous un peu devenus des grosses feignasses chez eux à rien faire. Et ça va se ressentir en termes de productivité. Ça va se ressentir en termes de reprise. C'est-à-dire les effets à long terme du confinement sur le potentiel de croissance des économies. Si on rajoute à ça les gens qui ont perdu leur travail et qui vont pas forcément le retrouver parce qu'ils ont perdu en compétences, parce que les entreprises ont fait faillite. Donc ça, c'est un premier risque à la croissance. Le deuxième risque à la croissance, c'est un potentiel choc pétrolier et choc des matières premières au sens large. Parce que là, maintenant, vous avez un choc des matières premières dans un environnement de demande déprimée. Imaginez-vous les mêmes facteurs d'offres, le même choc d'offres dans un contexte de fin des confinements et où tous les pays sont en état de reprise économique. En fait, le choc des matières premières sera beaucoup plus grand. Et notamment, on va avoir des gros problèmes parce que sur beaucoup de ces matières premières stratégiques, on est dépendant de la Chine. Et par exemple, beaucoup de matières premières pour la transition verte et pour les industries d'avenir
ben, on n'est pas producteur et on les a pas. Et donc, forcément, on va avoir un problème d'offre. Hein. L'offre ne va pas suivre et ne va pas réussir à accompagner la reprise économique, ce qui va limiter notre potentiel de récupération. À ce sujet-là, ces questions-là de mur des métaux stratégiques, c'est très intéressant. Parce que je ne sais pas si ceux qui nous écoutent le savent, mais en fait, ça fait très longtemps que ces sujets sont sur la table au sein des économistes. Et d'ailleurs, en 2014, non, alors je ne suis pas très pro Montebourg, hein, mais force est de constater qu'il avait pris une bonne décision. Il avait mis en place une compagnie pour prospecter et développer les projets de lithium en France. Et, donc, cette compagnie commençait à faire de la prospection à partir de 2014 à peu près. Et il se trouve qu'on a eu un ministre, un homme politique d'une clairvoyance incroyable et je suis un peu cynique, mais d'une incompétence assez rare, qui a décidé de simplement arrêter ces prospections des minerais stratégiques qui nous manquent maintenant. Voilà, bon, je ne vais pas faire de mystère, il s'appelait Emmanuel Macron. Donc, ce ministre particulièrement incompétent qui est devenu président de la République, donc a interrompu les prospections sur ces métaux stratégiques parce que à l'époque, les prix de ces métaux étaient très bas. Et donc, il y avait par exemple une autre société qui exploite des minerais stratégiques qui s'appelle Eramet, qui exploite notamment le nickel en Nouvelle-Calédonie, qui avait de grosses difficultés financières. Et donc, du coup, vu le contexte des prix assez bas de ces métaux, eh bien, le président de la République a pris peur et a décidé de terminer ces explorations de lithium. Sauf qu'à l'époque, une des thèses les plus en vue, c'était que comme les prix étaient très bas, il y allait avoir peu d'investissements et donc les prix allaient exploser d'ici quelques années. Et ben maintenant, nous y sommes. Donc voilà, je ne veux pas critiquer plus que ça le gouvernement, mais si en tant que prévisionniste de prix des matières premières, si je recevais le CV d'Emmanuel Macron, je pense que je ne donnerais pas suite à sa candidature, non, parce que ça, c'est vraiment une erreur de ne pas avoir identifié le cycle des matières premières et le super cycle qui s'annonce aujourd'hui. Voilà, c'était c'était un peu de l'amateurisme basique, quoi. On dit souvent que le gouvernement est compétent sur les sujets économiques. C'est vrai que bon, plus le temps passe, plus je me demande où est cette compétence. Voilà, je veux, encore une fois, je veux pas paraître plus anti-macroniste que je le suis. J'aime pas trop le Macron bashing, mais bon, voilà, là, c'est les faits. Hein. On est dans un cas d'incompétence assez flagrante et qui va coûter beaucoup à la France. Parce que, par exemple, la non-exploitation de nos ressources de lithium, c'est des milliards d'euros de recettes et probablement beaucoup d'emplois qu'on créera jamais et qui vont se créer en Chine. Et si on est un peu méchant avec les Chinois, eh bien, ils ont toujours la solution de nous dire, eh bien, écoutez, vous pouvez vous asseoir sur les métaux stratégiques. Euh, et, euh, et donc, en fait, c'est non seulement un manque à gagner en termes économiques, mais une sorte de péril sur l'indépendance française par rapport à la Chine. D'accord. Donc, On a un peu divergé là, mais c'est vraiment un sujet très important. C'est vraiment un sujet très, très important concernant la reprise économique. Parce que, par exemple, la reprise économique va être verte, sauf qu'en fait, on n'a pas les moyens de cette ressource verte. Et très vite, on va s'en apercevoir. Très vite, on va s'apercevoir que c'est très gentil de faire des voitures électriques, mais les voitures électriques, elles ne se construisent pas sur le papier ou dans des colloques. Hein. Les voitures électriques, il faut avoir du lithium, il faut avoir du cobalt, il faut avoir de l'argent. Et force est de constater que beaucoup de ces métaux, on ne les aura pas. voilà, c'est tout le problème. Je voudrais on est déjà quasiment en 3 quarts d'heure d'entretien, je voudrais qu'on aborde peut-être un dernier point avant de se quitter.
ce serait à propos de la dette, on ne peut pas ne pas aborder ce sujet, parce qu'on a vu que la dette a explosé en France et un peu partout hein, avec le Covid. Euh, je crois que c'est le commissaire européen français Thierry Breton, il me semble, qui disait qu'il n'était pas question de ne pas rembourser la dette. Euh, Comment on s'en sort face à cette dette qui explose? Est-ce qu'il y a une... Parce qu'en fait, il faudrait aussi peut-être nous expliquer un peu comment ça fonctionne. Là, si tu peux en même temps faire un peu de pédagogie. Parce que moi, de ce que j'en ai compris, la dette, en fait, on rembourse de la dette tous les jours. Simplement, il y a des nouvelles dettes qui se créent et qui sont plus importantes que celles existantes ou que ce qu'on rembourse. Donc, du coup, la dette continue d'augmenter. Est-ce que tu peux d'abord nous faire un petit peu de pédagogie là-dessus et nous En expliquer fait, il y comment a beaucoup ouais, pardon. Il y a beaucoup d'idéologies sur le sujet de la part des économistes français. En fait, il y a deux facteurs très importants et en fait, il faut prendre les deux en compte. Et soit les néolibéraux prennent en compte simplement le rapport dette sur PIB, soit comment dire, les hétérodoxes vont uniquement dire que la dette est soutenable. Et donc, en fait, on s'en fout d'avoir une dette élevée. En réalité, c'est à la fois aussi important d'avoir une dette à des niveaux faibles et une dette soutenable. Parce que si vous avez une dette soutenable, mais que vous avez un stock de dette très élevé, en fait, vous êtes un peu à la merci de n'importe quel choc qui pourrait intervenir euh, sur les taux d'intérêt. Alors, on peut toujours dire, oui, les taux d'intérêt ne remonteront jamais. Oui, sauf que gouverner, c'est prévoir. C'est-à-dire qu'il faut quand même essayer de limiter euh, ces grosses catastrophes. Hein. Je vais vous sortir aussi une autre situation qui arrive jamais. Non, mais le monde entier confiné pendant des mois, ça n'arrive jamais. Ouais, vous voyez, enfin, en raisonnant, voilà, le rôle du gouvernement, c'est un peu d'anticiper hein, les signes noirs. Et donc, effectivement, on peut avoir une remontée très forte des taux d'intérêt. Euh, et dans ce contexte-là, avoir un stock de dette le plus petit possible, c'est quand même un facteur de fragilité en moins pour l'économie française. Mais alors là, on raisonne un peu dans les cas extrêmes. Dans le cas normal, en fait, ce qui compte, c'est pas d'avoir un déficit zéro. En fait, c'est d'avoir un déficit qui naturellement est compatible avec une réduction de la dette. Ce qui compte finalement, c'est que votre déficit nominal croisse, comment dire, soit inférieur à votre croissance nominale. Vous pouvez vous permettre d'avoir un déficit élevé si vous avez des perspectives de croissance très élevées. Euh, il se trouve qu'en France, on n'a pas beaucoup de perspectives de croissance et pendant longtemps, on a eu une inflation assez faible. Et donc, du coup, naturellement, notre déficit était au-dessus de ce qu'on pouvait se permettre. Les choses vont peut-être un peu changer si jamais il y a un retour de l'inflation. Voilà, je parlais au tout début de l'entretien hein, de ce fétichisme de l'indice des prix aux consommateurs qui en fait disait pas grand-chose sur ce qui se passait réellement dans l'économie et qui en fait conduisait souvent à sous-estimer l'inflation dans les périodes de reprise de l'inflation. Mais en fait, si vous sous-estimez, si comment dire, l'inflation au consommateur sous-estime l'inflation totale, ça veut dire en fait qu'il sous-estime aussi euh, l'impact réducteur de la dette par l'inflation. Et ça, c'est un truc qui est pas, j'ai jamais vu ce genre de commentaires. Mais en gros, je vous ai dit, si vous avez un indice des prix aux consommateurs qui est de 2%, en fait, votre perte de compétitivité en prenant les prix aux producteurs, elle est de 6%. Mais de même, en fait, l'impact réducteur de la dette que peut avoir l'inflation est aussi complètement sous-estimé et va aussi être de l'ordre de 6%. Donc, le retour de l'inflation va aider, et parfois plus qu'on ne le pense, à réduire la dette. Est-ce que c'est clair? C'est assez technique. C'est une question de construction des indices. En fait, l'augmentation nominale de l'économie est beaucoup plus importante que ne laisse suggérer l'indice des prix aux consommateurs. Et donc, l'inflation nominale totale, qui permet de faire réduire le ratio dette sur PIB, est beaucoup plus fort que les chiffres d'inflation ne laissent suggérer. Et donc, cette reprise inflationniste va nous aider à diminuer notre ratio dette sur PIB.
Est-ce que ça va être suffisant? Je ne pense pas. Il va falloir qu'on renoue avec la croissance. Est-ce qu'on en prend le chemin? Il y a de quoi en douter. La croissance à long terme, qu'est-ce que c'est? C'est la croissance démographique et la capacité à avoir des gains de productivité, à faire de l'innovation, à être leader dans les secteurs d'avenir. Or, voilà, en termes de croissance démographique, on est assez faible. Et la croissance démographique qu'on a, en fait, elle est obtenue grâce à une forte immigration. Et ça va avoir des conséquences politiques parce que l'immigration, dans le coût d'immigration, on n'intègre jamais le coût politique en termes de tension sociale, en termes d'insécurité. Voilà, je veux pas diaboliser l'immigration. Enfin, moi, j'ai travaillé au Black chez des Chinois avec des Népalais clandestins à Londres et voilà, j'ai aucune animosité envers les sans-papiers, par exemple. Et c'était mes collègues et mes amis à l'époque. Sauf que, enfin voilà, en termes macro, ça a un coût. Et donc, ce coût qui nous fait artificiellement gonfler notre croissance démographique, il est insoutenable. Donc, en fait, il va falloir s'attendre à ce que la croissance démographique diminue. Du côté des industries d'avenir, de l'innovation, en fait, c'est rien. Enfin, on est un peu à l'encéphalogramme plat. Et donc, en fait, les perspectives de croissance en France, elles sont plutôt sur le déclin qu'en hausse. Donc, finalement, on peut se demander si une dette est vraiment soutenable. Et en fait, pour la rendre encore plus soutenable, il faudrait qu'on ait encore plus d'inflation, puisqu'on ne va pas avoir de croissance. Sauf qu'il y a des limites, et si on tire trop sur la corde, on va au-devant de troubles sociaux assez importants. Voilà, si à 2,5 d'inflation, on avait déjà les gilets jaunes, enfin, imaginez-vous ce qu'on pourrait avoir si on a 4 ou 6% d'inflation. Et donc, pour moi, je ne sais pas comment dire ça en français, parce que mais a conta no fashion, hein, le compte n'y est pas, quoi. Enfin, c'est-à-dire, voilà, la dette va y avoir un problème à un certain moment. Voilà, il va falloir soit l'annuler, et clairement, beaucoup de gens défendent cette hypothèse, mais c'est pas un repas gratuit. C'est-à-dire que même si vous annulez la dette en banque centrale, vous allez avoir un affaiblissement de la monnaie et donc de l'inflation. Si vous passez directement par la case inflation, vous allez avoir un mécontentement des populations. Si vous essayez d'augmenter la croissance démographique via l'immigration, c'est pareil. Enfin, ça va créer des troubles. En fait, il n'y a aucune bonne solution. C'est ça qu'il faut bien se rendre compte. C'est en fait, on est dans une impasse et quelle que soit la solution qu'on utilise pour s'en sortir, elle sera mauvaise. Oh, elle sera pas mauvaise, elle sera douloureuse. Tu vas tous nous faire déprimer là. Ouais, je sais, ces derniers temps, les journalistes ici me le font beaucoup remarquer. En fait, je suis assez négatif. En fait, le jour où il faudra être positif, je serai positif, mais bon, là pour l'instant, c'est pas vraiment l'humeur du moment, quoi. D'ailleurs, enfin, soit dit en passant, je pense que ces questions-là sont. Enfin, est-ce que vous saviez où était le gouvernement juste avant la seconde vague, et alors qu'on préparait, que dans les autres pays se préparaient les plans de relance, et que l'Allemagne avait déjà publié son plan de relance en mai 2020. En fait, je trouve que le gouvernement français premièrement, s'est payé le luxe d'un remaniement, et deuxièmement, est parti en vacances. Voilà, ça vous donne un peu le degré de préoccupation du gouvernement sur les sujets de reprise post-Covid. Pourtant, Jean Castex, c'était monsieur déconfinement. Bon. Mais visiblement. Bon, après, bon, voilà, ça c'est. Je vais essayer de pas trop entrer sur les questions sanitaires parce qu'il y a un truc que je supporte pas, c'est vraiment le côté Jean-Michel épidémiologiste. Alors c'est tous ces économistes, ces avocats, je sais pas quoi, De la République, tu parlais, pardon, mais tu parlais de l'incompétence de Macron, mais
on a appris qu'il était épidémiologiste. Voilà, donc félicitations. Ouais, mais en fait, pour moi, ça participe du même mouvement. C'est-à-dire que tous ces gens et ces responsables politiques qui se découvrent en 3 semaines des compétences de médecins, d'épidémiologistes et qui vont nous expliquer, qui vont nous expliquer les différentes études. Alors probablement, voilà, ils sont probablement incapables de lire les études sur, on va dire, aller au passage, l'hydroxychloroquine, l'ivermectine. Bah, moi, j'ai aucune opinion sur ces sujets parce qu'en fait, j'ai aucune compétence. Et j'aimerais bien que ceux qui n'ont aucune compétence évitent trop de la ramener. C'est-à-dire qu'on peut avoir des opinions, mais il faut éviter d'être trop péremptoire sur des sujets qu'on ne connaît pas. Et malheureusement, j'ai plutôt l'impression que ça a été quelque chose de généralisé dans le champ politique et parfois chez les souverainistes, voilà, c'est ce côté Jean-Michel épidémiologiste qui est un peu insupportable. Et en fait, je vais donc pas rentrer dans ce sujet-là, parce que le déconfinement a été, bon, je crois que c'est peut-être un constat, hein, ça a été un échec. Mais je vais pas trop rentrer dans ce sujet-là parce que c'est pas mon domaine d'expertise et je voudrais pas apparaître comme quelqu'un qui sait alors qu'en fait, j'y connais à peine plus que Robert au Café du Commerce. Voilà. Donc, Café du Commerce qui est d'ailleurs fermé. Bon, je pense qu'on. Merci Alexandre, on va sûrement s'arrêter là parce qu'on est déjà à près d'une heure d'intervention, d'une heure d'interview. Je voulais te remercier d'avoir été notre premier invité. J'espère que l'entretien vous aura plu. Peut-être. Ouais, bah, écoute, c'est intéressant. Vas-y, excuse-moi, je t'ai interrompu. J'allais te dire peut-être un jour en présentiel, qui sait, si tu es au Brésil. Pourquoi pas, hein, je suis un peu bloqué ici. Enfin, théoriquement, en fait, non, les vols depuis la France ont repris samedi. Hein. Je peux retourner en France si je veux. Alors si je dois avoir un test, donc c'est-à-dire que je fais un test de 72 heures, je ne sais pas si je suis testé à l'arrivée, si j'arrive. Par contre, ensuite, je dois aller faire une quarantaine chez. Bon, probablement, ce sera chez ma mère hein, si je reviens au Brésil. Donc, elle habite au milieu de la Charente-Maritime. Donc, ça veut dire que si jamais j'ai chopé le virus à l'aéroport ou pendant le vol, je vais contaminer les plusieurs centaines de personnes que je vais croiser sur le chemin. Et après, je vais devoir rester chez moi. Et si je reste pas chez moi, je vais peut-être avoir une tape sur la main. On va me dire, ah, c'est pas bien. Voilà, enfin bon, c'est une grosse blague, hein, cette histoire de vol depuis le Brésil. Juste une petite précision, hein, parce que la seconde vague au Brésil, c'est des milieu novembre, hein, à peu près. Donc, on dira, la situation au Brésil s'est empirée, on vient de le découvrir. Non, la seconde vague au Brésil, c'est milieu novembre. La crise du variant P1 en Amazonie, c'est le 15 et 16 janvier à peu près. L'explosion hein, du variant P1. Donc voilà, donc ça vous donne une idée un peu de la grosse farce qu'on a sur cette histoire de vol entre la France et le Brésil. Voilà, j'ai fait une petite digression parce que je pensais que c'était important, hein, parce que c'est vrai que bon, c'est une sorte de mélodrame qui m'a fait beaucoup rire, malheureusement. En tout cas, c'était un plaisir de participer à cet entretien. Un peu un exercice particulier, parce que je vais être un peu snob, mais je participe à beaucoup d'interviews au quotidien avec des journalistes, mais en fait, jamais en langue française. Et c'est un plaisir en fait de pouvoir m'exprimer en français de nouveau, parce que parfois, je perds un peu mes mots. À force de ne pas pratiquer, c'est vrai parfois on en vient à chercher des expressions qu'on a oubliées. Ouais. Très bien. Je te remercie en tout cas. Ce fut un plaisir pour nous. On va conclure. Je vous remercie à tous de nous avoir suivis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous vous donnons rendez-vous prochainement. Nous allons reparler, mais cette fois d'histoire, puisque nous avons un bicentenaire à fêter dans quelques jours, sachant qu'en plus le président de la République a dit dans un média américain qu'il fallait déconstruire l'histoire de France. Nous pensons au contraire qu'il faut la promouvoir. Voilà. Je vous remercie à tous. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube du Cercle Bayard et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci. Merci, au revoir.